Chaque personne accueille à sa façon un diagnostic. Dans cet épisode, Mélissa Boisvert et moi-même, Olivier Chagnon, on s'entretient avec François Audy, un membre de l'organisme L'Œil, pour en apprendre davantage sur sa réalité. Dans cet épisode... Moi, je vois le verre à moitié plein. Ouais. Puis comme on dit souvent, la vie t'envoie au tapis, c'est toi qui décides si tu restes couché ou si tu te lèves. Oui, c'est sûr, de temps en temps, tu as besoin d'un petit coup de main de temps en temps. Mais moi, je veux me débrouiller par moi-même. J'ai comme une orgueil, puis pas un orgueil mal placé. Une orgueil de me dire, il faut que je sois autonome. Puis quand j'ai pas le choix, puis que je demande de l'aide, c'est parce que vraiment j'en ai besoin. Ça serait trop facile d'arriver et de dire, peux-tu faire ci pour moi, peux-tu faire ça pour moi? Non. Trouve un moyen de le faire. Puis je suis comme ça. Puis quand je suis dépassé, là, je vais demander de l'aide. L'Œil, l'organisme éducation, intégration, loisirs pour personnes handicapées visuelles, vous présente le balado Écoute pour voir. Découvrez la réalité du quotidien des personnes avec des limitations visuelles. Se joint à nous maintenant François Audy. François, enchanté. Ça me fait plaisir, Olivier, enchanté aussi. J'ai très hâte d'en savoir plus sur toi, qui tu es. Tout d'abord, la question, c'est qui François? Allons-y avec ça. François Audy, c'est un homme assez ordinaire, je veux dire pas trop compliqué. Je suis né de parents très aimants, enfant unique par contre. Ma mère a dit souvent, on a eu un gars, mais on a tout mis dedans. Et est-ce que tu es né avec cette déficience visuelle-là? Ma maladie, ça s'appelle la choroïdérémie. C'est une maladie qui ressemble beaucoup à la rétinite pigmentaire, c'est juste que ça commence sous la couche de la rétine en premier. La rétine qui amène un flux sanguin, la choroïde qui amène un flux sanguin à la rétine, des choses comme ça. Donc, éventuellement, ça endommage la rétine. C'est un pattern génétique. On est 4 dans la famille à date qui ont ça. Ça vient du côté maternel, c'est-à-dire le père de ma mère qui avait cette maladie-là. Puis, on est avec, mais c'est sûr qu'au début, on s'en aperçoit un petit peu moins. Mais quand tu joues le soir avec tes amis, pis t'as 10-12 ans, l'hiver au hockey avec une balle phosphorescente, puis que tu la vois jamais arriver, puis le gars te fait une passe, puis tu la manges dans le front, à un moment donné, tu dis, il y a quelque chose qui marche pas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est à quel âge exactement que ça s'est passé, ce déclic-là? On s'en est aperçu peut-être vers les 12-13 ans, à un moment donné, puis c'est là qu'on est allé voir mon optométriste à Granby dans le temps, puis là, il avait détecté des petites affaires dans les yeux. Puis il m'avait dit, on va t'envoyer voir un ophtalmologue. À l'époque, c'était à Sherbrooke. Puis c'est là qu'on a trouvé que j'avais une maladie. À l'époque, Sherbrooke appelait ça la rétinite pigmentaire. Mais ce qui a suivi, c'est que mon cousin, qui est pris de la même chose que moi, à un moment donné, lui, il voyait un très grand chercheur et spécialiste à Montréal, le Dr. Connor Coop. Puis il m'avait dit, il aimerait ça te rencontrer pour établir un peu le profil génétique de la famille. Et le docteur Kwaniku est un spécialiste en rétinite pigmentaire. As-tu de la grosse recherche, là, oui. La génothérapie, des trucs comme ça? Vraiment spécialisé au niveau de la rétine. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là que j'ai appris que finalement, la maladie, pour nous autres, c'était la choroïdérémie. Mais qui affecte la rétine par la suite, comme je mentionnais plus tôt. Fait que c'est là qu'on a commencé à comprendre qu'est-ce qui se passait, puis tout qu'est-ce que ça l'entraînait, puis les différents examens qu'on a suivis pour diagnostiquer, voir l'ampleur de la maladie, nous expliquer où ça s'en allait, puis éventuellement, plus probable qu'autrement, une cécité. Ouais. Donc, c'est dégénératif? C'est ça. Ça commence lentement au début. Quand tu as cette maladie-là, puis que t'en perds un petit peu au tout début, tu le sens pas, hein, parce que tu sais, t'as ta pleine vision en théorie, là, mais plus que ça avance, plus que t'en perds, plus que ça rétrécit. Là, quand t'en perds un petit peu, tu le sens plus. Puis à un moment donné, ça devient compliqué. Puis c'est pas juste nécessairement au niveau du champ visuel, aussi il y a les changements d'éclairage. Ouais. Comment ça se fait qu'une personne qui est à l'extérieur, quand il fait beau, rentre en dedans, puis ça lui prend une éternité à ajuster sa vue parce que c'est noir. Ou encore, quand tu es dans un cinéma puis tu sors dehors, tu vas être complètement aveuglé parce que ton réflexe rétinien il est beaucoup plus lent.
Fait que puis le cauchemar, c'est entre les deux, hein, c'est la pénombre quand ça se joue entre les deux. Fait qu'au début, quand t'as encore une espèce de résidu de vision qui te permet de fonctionner, ces changements d'intensité d'éclairage, tout ça, là, c'est vraiment là, wow. Mais quand à un moment donné, tu viens que t'en as presque plus, c'est que t'apprends à vivre un peu dans l'obscurité, là, puis dans l'absence de lumière. Fait que moi, je vis très bien. Aujourd'hui avec ma maladie, là, sans problème. Donc, maintenant, est-ce que tu vois encore un tout petit peu quelque chose ou plus du tout? C'est un noir total. C'est pas de la vision comme telle, mais je dirais que il y a peut-être quelques petits îlots minuscules, mais en périphérique. Mais c'est pas de la vision, ça me permet pas de voir, mais disons que quand c'est noir, c'est pas tout à fait noir, puis quand c'est blanc, c'est pas tout à fait blanc. Je m'explique. Ça m'aide beaucoup, ça. Un exemple, ça me permet de distinguer si on est le jour ou la nuit. Ouais. Fait que, mettons, tout est noir, puis que ça va être noir complet, mais tu sais, si c'est le jour, puis qu'il y a une source de lumière, je vois pas la lumière, mais je vais distinguer un petit reflet de quelque chose. Fait que pour moi, c'est important aussi ça, parce que ça me permet, comme je vous ai dit, de savoir, hey, c'est-tu le jour ou la nuit? Parce qu'il y a un truc qu'en anglais, ils appellent non-24. C'est que ceux qui sont complètement dans le blackout total, à un moment donné, s'ils ont pas une routine dans leur tête, ils viennent hey, on est-tu le jour, on est-tu à la nuit? Fait que ce petit îlot-là, même si c'est pas de la vision, c'est comme un petit témoin lumineux qui m'aide à me dire, oh boy, on est dans le jour, on n'est pas dans la nuit. Fait que c'est ça. Et au quotidien, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as une famille? Qu'est-ce qu'il y en a? Ben, c'est ça. Enfant unique, comme j'ai dit, pas de conjointe, pas de frère, sœur, pas d'enfant. Maman est décédée en 99, le jour même de l'anniversaire de la naissance de mon père. Ça, c'est un peu spécial. Ouais. Puis, j'ai quelques bons amis. Travailler, j'ai toffé jusqu'à peu près 2009, mais les 2 dernières années étaient très difficiles. J'avais des résidus de vision qui me permettaient de fonctionner un peu, mais ça allait de Qu'est-ce que tu faisais? Ben, toute ma vie, j'ai travaillé dans la restauration. OK. Toute ma vie. J'ai été soit assistant gérant ou gérant. Ça a toujours été ça. Mais les 11 dernières années, j'étais plutôt... je ferais pas de publicité, là, par contre. J'ai travaillé dans une salle d'amusement qu'il y avait au centre d'achat à Granby. Il y avait des jeux pour les jeunes en bas, puis en haut, il y avait un petit bar pour adultes. Puis j'ai mes 11 dernières années, je les ai passées là, mais dans une ambiance de bar, à un moment donné, c'est l'éclairage tamisé. C'est comme... ça devait être pas facile. Non, c'était pas facile. Le client, il arrivait à côté de toi avec son petit coupon de poker machine, puis on se met de payer dessus. Je l'avais pas vu, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, non, hey, ça marche plus, là, tu sais, je peux plus, là. Puis j'avais quand même essayé de voir des démarches pour travailler des services à clientèle dans des entreprises à Granby, mais disons que quand t'arrives puis tu parles de ta condition, souvent c'est oh oui, ben regardez, merci, l'entrevue est intéressante, vous avez beaucoup de potentiel, mais là on va finir nos 35 entrevues puis on va voir après. Ben OK, tous bien me dire. Vous comprenez déjà en fait. Ouais, c'est ça. Fait que, le message est clair. Ben je sais pas si on avait été dans une grande ville comme Montréal où ce que les gens sont plus habitués avec les programmes du gouvernement pour ouais, c'est ça, mais ici à Granby il y en a un petit peu, là, mais c'est pas autant. Fait que j'ai travaillé jusqu'en 2009, puis après, ben j'ai dû arrêter puis tomber sur une rame d'invalidité. Tu nous parlais de ta vie professionnelle, mais si on retourne un petit peu plus jeune, parce que tu nous parlais tout à l'heure qu'autour de 12-13 ans, c'est là que tu as comme plus compris qu'il se passait quelque chose. À l'école, disons, dans ton contexte scolaire, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations à avoir? Moi, là, tout le long que j'ai été école, primaire, Sainte-Marie-Saint-Eugène, secondaire, polyvalente, Sacré-Cœur dans le temps, ça s'appelait, puis j'ai acheté clair après. Puis j'ai eu le cégep 3 ans aussi. J'ai jamais eu de problème vraiment. Peut-être que j'avais une certaine myopie aussi, que je m'assoyais un petit peu plus en avant, mais à l'époque, j'avais assez d'espace de vision pour fonctionner. Puis quand que je suis sorti de mon cégep, j'étais pas trop branché
ce que je voulais faire. J'ai dit, je vais prendre une sabbatique, puis comme ben des fois, les sabbatiques, ils durent longtemps. Tu par aller sur le marché du travail. Puis là, ben, c'est là que dans la restauration, puis là, c'est pas long que je suis monté assistant gérant. Puis j'ai toujours été assistant gérant ou gérant dans les entreprises. Puis au début, ça va, mais graduellement, ça se refermait. Puis à un moment donné, faut plus conduire de véhicule. On essaie de pas conduire le soir, tu sais. À l'époque, avant d'en arriver là. Mais pour l'école, j'ai pas eu vraiment de problème. C'est pas là. C'est comme à partir de 2009, il y a eu ce déclic-là de ça fonctionne. Il y en a eu avant. Ça a commencé à baisser avant. Mon cousin me faisait remarquer, souvent, à un moment donné, on était 3-4 ans correct, puis boum, on avait une bonne baisse. Là, on était quelques années correct, puis boum, on avait une autre baisse. Que moi, j'absorbais ces baisses-là, qui me permettait de travailler aussi. Mais à un moment donné, il m'en restait plus beaucoup. Puis quand j'ai eu ma dernière baisse vers 2007-2008, là, à un moment donné, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, gars, là, ça marche plus, là. Je suis plus capable, pas en tout, là. Fait que c'est là que j'ai arrêté de travailler en 2009 à cause de ça. Mais avant, je suis pas quelqu'un qui s'apitoie sur lui-même, là. Tu sais, je me disais, on va trouver un moyen d'y arriver, là. Puis j'étais comme ça, là. Moi, lâcher l'éponge, j'aime pas ça. Et l'œil est arrivé quand? Là, il est arrivé à un moment donné, ça c'est intéressant parce que quand j'étais petit gars, à Saint-François, on restait là, puis on avait un couple d'amis dont vous avez peut-être entendu parler de Jean Royer, hein, sûrement. Absolument. On le connaissait. Qui ne le connaît pas, Jean Royer? Ouais, c'est ça. On le connaissait, puis moi, je le connais peut-être depuis, ben là, il est décédé malheureusement, mais je le connaissais depuis à peu près l'âge 13, 14, 15 ans, à peu près, là, dans ces bouts-là. Puis on était comme après, moi je suis parti travailler, vivre ma vie, tout le kit, tout ça. Puis à un moment donné, je parle à papa, il dit j'ai rencontré quelqu'un sur la rue, il faisait longtemps, il m'avait dit ça à un moment donné, il y a peut-être une quinzaine d'années. Il dit ouais, qui c'est? Il dit Jean Royer. Ouais, moi qui va, ben là, il voit plus, puis il est dans un organisme qui s'appelle l'œil, puis il m'a donné les coordonnées, puis il dit si ça m'intéressait, moi je connaissais pas du tout. Puis là, ben, pourquoi pas? Que là, j'ai appelé Jean, puis là, de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai comme adhéré à l'œil. Je suis rentré à l'œil, je pense que c'était en 2011, quelque chose comme ça. Fait que depuis ce temps-là, je suis dedans, puis je m'en passerai pas, là, c'est sûr. Justement, qu'est-ce que ça change à ton quotidien d'être membre de l'œil? Qu'est-ce que ça change? Ce qui est bien intéressant, c'est que, étant donné que j'ai toujours travaillé dans le public, moi, le contact avec les gens, c'est bien important. Ouais. Puis quand tu ne travailles plus, puis que, bon, j'ai pas de conjoint ni d'enfant, puis t'as pas de frères et sœurs, il y a comme une espèce d'isolement qui se fait. Oui. Ouais, c'est ça. Puis t'as beau avoir quelques bons amis. Aujourd'hui, t'es bien d'en avoir 2-3 bons qu'en avoir une douzaine qui... Fait que j'en ai quand même quelques bons, mais qui, eux, travaillent, ont leur maison, ont leur famille, ont toutes les affaires. Fait que si j'ai besoin, ils sont là pour moi. Mais tu peux pas avoir le même copinage comme quand t'es jeune, pas de responsabilité, qu'on se voit tous les jours, on prend une bière, on écoute de la musique. Donc, l'isolation est beaucoup là. Heureusement que j'ai un chat. ça aide. Puis quand j'ai commencé à adhérer à l'œil, moi, j'ai vraiment trippé parce que il y a des gens de toutes les sortes, là. Il y a des gens qui sont extravertis, introvertis, il y en a qui sont gênés, pas toutes. Il y en a qui sont des clowns. Moi, je suis un peu clown. Il y en a d'autres qui sont plus sérieux. C'est une micro-société, finalement. Ah ouais, c'est une micro-société bien raide. Puis moi, j'adore ça. J'aimerais pouvoir participer à plus d'activités, mais souvent, c'est une question de transport. Il y a quand même des coûts, là. Mais je veux dire, on connaît, ça c'est des épichettes de bledin, que ce soit un party, que ce soit des gens qui viennent faire des conférences, que ce soit des déjeuners mensuels ou quoi que ce soit, les occasions manquent pas pour se voir. Puis ça, c'est fantastique. Puis j'ai forgé des bonnes amitiés là-dedans. C'est sûr que moi, j'y vais les mercredis après-midi, surtout ce qu'on appelle les rencontres libres, et de temps en temps, il y a certaines petites activités. Mais souvent, c'est le même petit noyau de peut-être entre 15 et 20 personnes qui y vont. Fait qu'il y en a peut-être qui sont dans l'œil que j'ai pas vraiment rencontré ou très peu, mais qu'on rencontre quand même comme le party du 50e qu'on a eu il y a pas longtemps, un party de Noël, des trucs comme ça. Mais je peux dire que c'est vraiment bon. Ça sort de l'isolement énormément, puis ça, c'est fantastique, ça. Qu'est-ce que tu vas chercher de plus avec des gens qui ont la même réalité que toi
à l'œil. Est-ce que vous parlez de votre handicap visuel? Est-ce que vous faites fi de ça complètement? Est-ce qu'il y a des petits trucs entre vous que vous vous donnez? Comme on dirait en anglais, all of the above. Ah ouais? Vous avez donné pas mal toutes les réponses. C'est sûr qu'il y a de la discussion. Quand on se retrouve, mettons, semaine après l'autre, tout le temps le même petit noyau, vu qu'on a déjà discuté de nos problèmes, nos handicaps, on revient pas là-dessus toutes les semaines, ça serait redondant. Mais des fois, quand on a un nouveau membre qui se joint à nous autres, ça c'est super le fun, il l'invite le mercredi, puis là il le présente, puis là on en parle, puis là on rencontre des nouveaux visages, puis c'est des nouveaux sons de voix, je pourrais dire, là. Puis c'est vraiment intéressant. Mais on va parler de tout. Moi, je suis un fanatique de cuisine. Je cuisine comme un malade. Ouais. Okay? Là, je te parle pas de pâté chinois, là. Je te parle de la vraie patente, là. Fait que je suis tout équipé en conséquence. C'est quoi ton repas que tu fais le mieux, là, que ce serait... tu m'invites, je veux celui-là. J'en fais plein de repas parce que je fais des recherches sur Internet. Moi, je suis équipé, adapté, avec un logiciel qui lit pour moi, puis là, quand que je découvre, je cherche une recette, mettons un sauté de crevettes, là, à un moment donné, tu vas sur Internet, puis là, à un moment donné, tu fais des tables, tu pognes la recette qui te tente, tu rentres dedans, je l'écris sur un dossier Word, je le save, puis là, j'ai comme à peu près un livre de 200, peut-être 25-50 recettes différentes, autant soupe, dessert, etc. Wow. Puis quand je veux en faire une, à un moment donné, je prends mon petit preneur de notes, là, comme un petit mini-enregistreuse, puis là, je vais m'enregistrer mes ingrédients, je vais marquer ma préparation. Puis là, après ça, je vais aller dans la cuisine. Puis là, la cuisine, c'est le même principe. C'est tout adapté. Toutes mes épices, mes huiles, mes repas, mes cannes. C'est tous des petits collants avec puce électronique intégrée que quand t'enregistres, c'est quoi dessus, tu promènes ton petit stylo Pen Friend. Wow! Puis là, tu sais, m'amener c'est quelle affaire. Fait que moi... Écoute, je peux te faire du poulet au beurre à l'indienne, un gâteau Reine-Élisabeth. Je peux faire n'importe quoi. La seule chose que je touche pas, c'est la grande friture avec de l'huile, comme de raison, c'est trop dangereux. C'est dangereux. Mais tu sais, je vais cuisiner au wok, j'ai des mijoteurs, j'ai plein de trucs. Il y a rien qui m'arrête. Puis quand on est à l'œil, on est quelques-uns qui aiment beaucoup parler de cuisine, dont Manon Marquis, qui est une des responsables. Puis là, on s'échange des recettes, puis on essaie des affaires, puis hey, j'ai essayé ta recette, j'ai changé ici, puis là, elle me dit qu'as-tu une recette de ça? Puis tu sais, on s'envoie des affaires comme ça. Fait que tu sais, il y a plein de sujets comme ça. Il y en a qui aiment beaucoup la musique, on va parler de musique. Moi, j'adore les films aussi, on parle de films, on parle de plein de choses. Puis des fois, on apprend des choses entre nous aussi. C'est sûr. Tu parlais d'adaptation, finalement, parce que tu as plein d'outils autour de toi qui te permettent de cuisiner. Oui. Entre le moment où tu voyais pleinement, puis que là, ça s'est dégradé, puis maintenant où tu ne vois tu vois plus, finalement, qu'est-ce qui te manque d'avant? Et après ça, ma deuxième question, ma sous-question à ça, c'est quelle a été ta plus grande adaptation à avoir avec les années, avec cette cécité-là? La grande adaptation, je sais pas comment je pourrais répondre ça, parce que, tu sais, étant donné que je suis une personne qui vit seule, puis qui a pas vraiment de famille ou quoi que ce soit, à un moment donné, moi, je voyais venir les coups, tu sais. Mon intervenante de l'Institut Nazareth et Louis Braille, à un moment donné, j'ai fait venir, puis j'ai dit, ça c'est il y a plusieurs années, là, j'ai dit, écoute, là, j'ai dit, moi, là, demain matin, je vois plus, là, puis j'ai juste mon père, puis il était à l'âge. Moi, je veux pas me ramasser, qu'est-ce que je fais? Ouais. Je veux rester autonome. Fait que là, j'ai dit, là, moi, j'aime ça, telle affaire, puis elle me posait plein de questions, puis c'est là qu'on a déterminé c'était quoi mes besoins, puis on a déterminé, fait que moi, j'ai pris le taureau par les cornes avant même d'y arriver. Pour pas faire du rattrapage par en arrière. C'était un coup d'avance, là. Ouais, c'est ça. Fait que l'adaptation, comme on dirait, tu sais qu'il y en a gros qui disent des fois, perdre la conduite de son char. Non, non. Moi, quand mon doc, il me dit Conoco, puis il dit, tu peux pas conduire, là. Ah non? Ah ben, regarde, fini, j'enlève le char. Puis là, le monde dit, prends ton temps. Non, j'ai pas le droit, là. À cette heure, je sais que j'ai pas le droit. Si je frappe quelqu'un, en plus de l'avoir sur la conscience, c'est criminel. Fait que, tu sais, c'est comme, dans ma tête, c'est comme naturel. Donc, faut pas que je conduise. Puis ça me donne rien de m'arrêter puis de broyer, tu sais, sur moi puis je peux pas conduire. Tu sais, c'est sûr, des fois, tu pognes des petits downs. Ça peut arriver. La frustration, c'est normal. C'est normal, ça. Mais je veux dire, le verre à moitié plein puis le verre à moitié vide, tu sais. Moi, je veux voir le verre à moitié plein.
Ouais. Puis comme on dit souvent, la vie t'envoie au tapis, c'est toi qui décides si tu restes couché ou si tu te lèves. Oui, c'est sûr, de temps en temps, t'as besoin d'un petit coup de main de temps en temps. Mais moi, je veux me débrouiller par moi-même. J'ai comme une orgueil, puis pas un orgueil mal placé. Une orgueil de me dire, il faut que je sois autonome. Puis quand j'ai pas le choix, puis que je demande de l'aide, c'est parce que vraiment j'en ai besoin. Ça serait trop facile d'arriver et de dire, peux-tu faire ci pour moi, peux-tu faire ça pour moi? Non. Trouve un moyen de le faire. Puis je suis comme ça. Puis quand je suis dépassé, là, je vais demander de l'aide. Que je me sens en harmonie avec ça parce que j'ai l'impression que si je suis rendu là, c'est pas, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais là, c'est hors limite. La chose qui me fait peut-être un gros pincement de cœur, c'est le manque de couleur. Ouais. Quand tu regardes dehors un beau gazon vert, une maison en briques rouges avec un ciel bleu, des beaux nuages blancs, j'ai plus ça, moi. Ou mes amis, quand ils ont des enfants, comme mon meilleur ami, ils ont 2 enfants. La première, Rosemary, je l'ai vue. Alors, j'avais un petit résidu de vision. Mais son fils, Liam, je l'ai jamais vu. Ça fait mal un peu. Fait que t'essaies de t'imaginer, comme des fois, je vais dire à quelqu'un, tu peux-tu te décrire un peu à moi? Me dire qu'est-ce que t'as de l'air? Puis là, je leur explique, c'est pas parce que des fantasmes ou quoi que ce soit, mais si je pense genre à mon père, j'ai sa face dans la tête, là. Quand, mettons, je pense à quelqu'un comme ma femme de ménage qui vient m'aider maintenant, je sais pas ce qu'elle a l'air, mais peux-tu me dire au moins, t'es-tu grande, as-tu les cheveux bruns, courts, t'as-tu des lunettes? Tu sais, j'ai un petit sketching d'en face. Une image mentale. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est dur de pas être capable d'apposer une image sur ça, par exemple. Mais le fait d'avoir déjà vu, est-ce que ça t'aide à avoir cette image-là? Parce que versus quelqu'un qui n'aurait jamais vu. Je pense que dans les deux cas, il y a des pots puis des comptes, hein. Quand t'as déjà vu, il y en a qui disent, ça doit être terrible de plus voir, je sais pas ce que je ferais. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, non, moi, je regarde en avant, c'est pas ça, là. Mais j'ai la chance de savoir c'est quoi rouge, bleu, blanc, jaune et vert. Je le sais, c'est quoi, là. Que si quelqu'un me dit, j'ai une belle plante, ça a des feuilles vertes avec des fleurs rouges, je le sais, c'est quoi. Quelqu'un qui a jamais vu, des fois, il y en a qui disent, ça doit être moins épais, ils savent pas ce qui manque. Ouais, mais ils savent pas c'est quoi bleu puis rouge. Ouais. Puis écoute, ça avait été imaginé, je vais être très bref, dans un vieux film de Cher, elle avait un enfant qui était handicapé, un visage difforme, s'appelait Masque, puis il rencontre une jeune fille qui, elle, est complètement aveugle de naissance, puis elle dit qu'elle sait pas ça. Fait que lui, il dit, moi t'aider, il fait toucher quelque chose de froid, il dit ça c'est bleu, puis il fait toucher quelque chose de rouge, ça c'est chaud. Que c'est peut-être pas littéralement la meilleure chose, mais ça lui donne une idée un peu, tu sais, c'est imagé. Mais merci beaucoup, François, parce que je trouve que ça témoigne d'une énorme résilience, tout ce que tu nous dis, puis l'idée de regarder devant, puis de continuer d'avancer, puis de se dire, c'est ça la vie que j'ai actuellement, je peux pas passer à côté, c'est celle-là qui était destinée pour moi, ça prend de la résilience. Chapeau, puis merci énormément de ce témoignage aujourd'hui. Ça me fait plaisir, puis si je peux conclure en disant une chose, c'est que pour toutes les personnes qui ont un problème de vision ou encore qui connaissent quelqu'un, j'espère qu'ils vont écouter ce balado-là parce que quand on n'a aucune idée de l'aide qui est là, moi j'en avais une petite idée par mon cousin là pour l'Institut Nazareth et Louis Braille, mais quand t'as aucune idée, l'œil c'est un Moses de bon point de départ. Parce que toute l'information que tu as besoin, des choses que tu t'imaginais pas en toutes qui sont là puis qui peuvent faire pour toi, autant de point de vue légal, des avantages, des trucs comme ça. Moi, j'ai rencontré une madame, à un moment donné, elle dit, mon fils, il a même tenté de se suicider parce qu'il voyait pas la vie intéressante. Puis je dis, je lui ai donné une carte. Je dis, là, vous allez donner la carte, là, puis il faut qu'il ça fait la différence. Parce que il y a quelque chose à faire. La vie est belle, tu peux arriver à la même chose que les autres pratiquement. C'est juste que ce qu'il faut accepter, on n'accepte pas la maladie, mais il faut accepter de composer avec ça. Il faut accepter de changer notre façon de vivre et d'approcher. Puis c'est ça souvent qui est la grosse période d'adaptation parce que les gens ne veulent pas. Ils veulent, moi je veux voir, je veux comme avant. Mais il est là le point, là, d'accepter ce petit virage-là. Puis moi, je fais pratiquement tout ce que je faisais avant, par un chemin différent. Fait que ça me fait vraiment plaisir.
Merci beaucoup, puis j'espère que ça va aider des gens. Dans le prochain épisode, le directeur général de l'organisme L'Œil, Pierre Champagne, nous explique comment la technologie est au service des non-voyants. Des haut-parleurs intelligents, hein? Ouais. Les Google de ce monde, les Alexa, les HomePod, ces choses-là, ça aussi, c'est une aide précieuse pour nous, là, tu sais. On peut poser énormément de questions, on peut aller chercher notre agenda, des recettes, plein de choses avec ça. Pour de l'information sur les services offerts par L'Œil, l'organisme Éducation, Intégration, Loisirs pour personnes handicapées visuelles, visitez oeilgrandbay.ca ou contactez-les au 450-991-0777. Le balado Écoute pour voir, une production M105.